Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir honoré à notre invitation pour la première rencontre du lancement politique du programme politique du CNRD. Le programme se déroule de la manière suivante. Dans un premier temps, nous écoutons le président du CNRD, Dr Abakar Koli. Et dans la deuxième phase, la presse s'adressera au président avec questions et aussi un échange avec les autres invités s'ils en ont des questions à poser. Et la troisième phase, c'est les discussions entre nous et puis un pot d'amitié serait offert pour que les gens discutent et puis prolonger la soirée. Merci. Et je donne la parole au président pour faire sa déclaration. Camarades militantes et militants du Conseil national de la résistance pour la démocratie, CNRD, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs, je voulais d'abord vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette conférence de presse. Avant de vous parler de mon parti, le CNRD, je me permets de présenter d'abord la situation actuelle de mon pays. À l'instar donc d'autres nations africaines, le Tchad a connu des problèmes après sa reconnaissance à la souveraineté internationale. Donc ces problèmes ont abouti à des troubles jalonnés de coups d'État, de rébellions ou encore d'accession au pouvoir par la force. L'espérance du peuple après l'avènement du MPS au pouvoir a été déçue. Déçue car la conférence nationale souveraine CNS de 1993 avait été un échec. Du moins c'était une réussite, mais qui a été transformée en échec, puisque des institutions issues de cette conférence ont été installées, mais ces institutions ont été sabordées par le président Déby. Pourtant, c'était une occasion historique de réunir toutes les forces du pays pour aboutir à une épopée démocratique. Ceci a été brutalement freiné par le président Déby. Les Tchadiens se souviendront pendant très longtemps de sa sortie abrupte, disant que je ne suis pas venu par un billet d'Air Afrique. À partir de ce moment, chacun s'est fait son idée. Tous les Tchadiens ont compris que les intentions réelles des nouveaux arrivés au pouvoir, Idriss Déby et ses camarades, n'était pas d'instaurer une démocratie, mais de sévir sur le peuple tchadien et de se servir sur les deniers publics tchadiens. C'était clair. C'est ainsi que, par vagues successives, les Tchadiens sont constitués en opposition radicale ou en opposition politico-militaire ou d'autres groupes constitués pour s'opposer frontalement à cette forme d'autocratie qui va être instaurée par les nouveaux dirigeants. Cette forme d'autocratie a été transformée par donc des promotions d'une médiocrité qu'on connaît, de l'incompétence au niveau de l'administration, la dilapidation des ressources du pays, le bâillonnement de la presse, l'arrestation des responsables politiques, des associations de la société civile, et voire des massacres des populations civiles soupçonnées de connivence avec les rébellions. Cette situation avait à un moment alerté donc toutes les organisations internationales, l'Organisation des droits de l'homme, qui avaient attiré l'attention du pouvoir, tiré la sonnette d'alarme sur la situation. Il faut noter que les élites politiques, intellectuelles, militaires, les chefferies traditionnelles
ont tous contribué, cautionné aussi à cette situation. Donc pendant 27 ans, les Tchadiens ont assisté, médusés, à la destruction de l'État tchadien. Il y avait des structures de cet État tchadien. Les structures de l'État unitaire étaient donc désarticulées. On cédait la place à un désordre où règne une confusion totale entre les institutions de l'État et la machine du MPS qui s'est incrustée au pouvoir. Le président a organisé de manière... il a organisé savamment et entretenu cette situation et empêché dans la suite toute alternance politique. C'était bien programmé. Donc toutes les élections, à partir de 1996, il y a eu donc les premières élections, jusqu'en 2016, étaient truquées, c'était connu de tous les Tchadiens. C'était connu aussi des associations qui ont assisté et qui ont surveillé ces élections. Connu des pays amis. C'est ainsi que, au fil du temps, il y a eu une allégeance de beaucoup de Tchadiens qui ont cédé à la facilité au pouvoir en place. Il y a eu aussi des accords qui ont été signés avec ceux qui voulaient se rapprocher du pouvoir. Des accords politiques, des accords avec les politico-militaires, des accords aussi avec les partis politiques, dont le plus célèbre est celui de 13 août 2007, qui est intervenu avec la CPDC. Aucun de ces accords n'a été respecté. Le président Déby, qui est un militaire de formation, n'a pu pendant 26 ans organiser l'armée tchadienne. Il a instauré à la place de cette armée, qui est une armée connue, l'armée tchadienne, une milice suréquipée, bien armée. Et cette milice qu'il envoie comme des régiments d'armée en appui aux armées africaines. Donc ils ont envoyé les armées en Centrafrique, au Mali, au Soudan aussi, pour essayer de perturber la sécurité dans ces pays, mais pas pour sécuriser les citoyens de ces différents pays. Cette situation donc a terni l'image du Tchad à l'extérieur. Ce régime, donc, par un manque manifeste politique, a sciemment sapé toute condition réelle de fondation d'un ordre social et économique fiable. L'administration tchadienne est devenue sclérosée, a cédé au clientélisme, ne respectant aucune orthodoxie financière dans la gestion des finances publiques. Elle a été au fil du temps complètement décrédibilisée. Et puis, par manque de statistiques fiables, le tissu économique est devenu déliquescent et souvent à la merci d'un système informel dans lequel tous se complaisent, commerçants, agents de finances, autorités politiques, chefferies traditionnelles et tous les autres. Donc depuis 2016, la situation de notre pays allant de mal en pis. Les fonctionnaires tchadiens accumulent jusqu'aujourd'hui 4 à 5 mois d'arriérés de salaire. Les factures de la dette extérieure et intérieure s'amoncellent sur le bureau des fonctionnaires du ministère des Finances. Les tensions intercommunautaires s'exacerbent. La corruption est devenue un fait banal, tellement que tout le monde s'est accoutumé à cette situation. L'insécurité aujourd'hui est devenue quelque chose de permanent dans notre pays. Les enlèvements, les tortures, les disparitions et même les assassinats des opposants et de membres de la société civile sont devenus des faits ordinaires. Malgré les alertes et dénonciations des organisations internationales des droits de l'homme, les citoyens ne peuvent plus exprimer leurs revendications, comme le permet la Constitution. Les journalistes sont traqués, les militants des droits de l'homme sont enlevés, torturés, les acteurs politiques ne peuvent pas organiser librement des meetings. C'est une situation
qui explique par un déni total de démocratie. L'assassinat d'une dizaine de prisonniers en avril dernier en N'Djamena par des hommes armés proches du pouvoir. Les enlèvements et les séquestrations des membres de la société civile par l'Agence nationale de sécurité, la célèbre ANS, connue pour ses méthodes brutales, ont provoqué donc une réaction commune à l'époque, il y a quelques 2 ou 3 mois, de l'ambassadeur de France, de l'Allemagne et des représentants de l'Union européenne. Sur le plan économique, la situation n'est guère reluisante, malgré le fait que le Tchad soit un pays au sous-sol riche, ayant du pétrole, de l'or, de l'uranium et autres richesses. C'est un pays aussi à vocation agro-pastorale, mais qui reste un pays pauvre au point d'être classé le 7e pays le plus pauvre de la planète. Les entreprises publiques viables ont été cédées au profit des proches du pouvoir, sous le fallacieux prétexte de privatisation. Donc tous les domaines économiques stratégiques du Tchad sont sciemment abordés pour satisfaire des intérêts individuels des tenants du pouvoir. De 2003 à 2013, le Tchad a commencé à exploiter son pétrole, qui est devenu le secteur prioritaire de l'économie nationale. Pendant 10 ans, cette manne pétrolière représentait 80% des exportations tchadiennes. Ce qui contribue aussi à 40% au PIB. Pendant cette période, le Tchad a engrangé des recettes de l'ordre de 2 milliards de dollars. L'agriculture et l'élevage, qui étaient les 2 domaines clés de l'économie, sont délaissés alors qu'ils contribuent à hauteur de 20% au PIB. En effet, sur les 40 millions d'hectares de terres cultivables, seulement 2 millions d'hectares ont été exploités, ce qui représente seulement 5% pour ces pays qui est connu pour ces terres arables. Le cheptel est estimé à 20 millions de têtes de bétail, faisant du Tchad le premier pays exportateur du bétail en Afrique centrale. J'ajoute aussi qu'on dit que le Tchad est le second pays exportateur de bétail dans les pays africains au sud du Sahara. Pourtant, il aurait été mieux fait de réorienter cette manne pétrolière dans les domaines agro-silvo-pastoral. Ceci aurait donné du souffle à l'économie nationale et créé des emplois. Surtout que cela donnera espoir de vie meilleure aux Tchadiens les plus démunis. La santé et l'éducation, qui étaient les secteurs clés, prioritaires même, ont été négligés par les gouvernants. L'espérance de vie au Tchad est de 52 ans. Sur le plan sanitaire, il y a un médecin pour 28 000 habitants, un infirmier pour 13 000 habitants, alors que les normes OMS sont donc de 1 médecin pour 10 000 habitants et un infirmier pour 5 000 habitants. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par les organisations spécialisées. Il faut noter qu'au Tchad, il y a un effondrement du système éducatif aussi. Ceci est dû aussi à la négligence des enseignants, de la formation aussi, ce qui a hypothéqué l'avenir de la jeunesse tchadienne. Les jeunes tchadiens ne croient plus en l'école comme ascenseur social. Le financement de l'éducation nationale représente 2% du PIB, alors que celui de l'armée était de 20%. Cette armée suréquipée, indisciplinée, est une milice liée au régime. En 2003, le budget de l'État était de l'ordre de 300 milliards de francs CFA et en 2013, il est passé de 1600 milliards. Malgré ces changements évolutifs des finances publiques, aucune avancée significative n'est constatée sur le plan économique. Aujourd'hui, les responsables de la mauvaise gestion du pays se basent sur la chute des prix du pétrole au niveau international pour faire croire que c'est la seule cause de l'effondrement de l'économie tchadienne. Pourtant, l'économie souffre aussi des effets des coûts exorbitants du secteur de la communication, des transports et de l'énergie. En fait, le bilan est globalement négatif. L'État est incapable de payer les fonctionnaires,
parce que les structures économiques sont en arrêt. Pour combler cet art, le régime utilise une répression aveugle sur les populations. Si cette situation continue, le pays risque de basculer dans une instabilité généralisée. Ces dernières années, tous les rapports des organisations internationales placent le Tchad dans les derniers des pays africains. C'est ainsi qu'au classement de Mo Ibrahim sur la bonne gestion en Afrique, le Tchad est classé 52e sur 53 États. Transparency International cite le Tchad dans le top 5 des pays les plus corrompus, c'est là depuis bientôt une décennie. Dans un autre classement d'un organisme qu'on appelle Economist Intelligence Unit, le Tchad est considéré comme la pire dictature du monde. Concernant donc l'indice de développement humain, le Tchad est classé 183e sur 187 pays. C'est dans ce contexte de faillite que nous avons décidé de créer le Conseil national de la résistance pour la démocratie. Nous avons créé à l'extérieur pour plusieurs raisons. Et surtout, les principales raisons. Si nous allons le créer à l'intérieur, surtout avec les idées que nous avons, le régime va sévir sur nous. Nous avons l'intention d'exprimer notre rejet de la politique déstabilisatrice du régime et d'expliquer les dérives de sa gestion. Et c'est là, nous avons l'intention de le faire sans concession. Pourtant, au terme d'une loi, donc, que je vais citer, la loi 45 du 14 décembre 1994, je cite la loi, nul ne peut contraire autrui à adhérer à un parti politique, à un parti politique, nul ne peut être inquiété dans sa vie professionnelle en raison de son appartenance à un parti politique. Dans la pratique, c'est toute une autre chose. Un citoyen ne peut pas créer un parti, militer librement avec un programme ambitieux, dire ce qu'il pense réellement. Et surtout réellement, j'insiste sur le mot, de ce qu'il pense, sur ce qui se passe dans son pays. Je rappelle que c'est dans ces conditions, donc je vais citer des exemples, des chefs de parti qui ont été, par le fait du régime, soit disparus, soit ayant perdu la vie. Je vais citer donc Feu Ibn Omar Mama Saleh et Dr Ghetti. Ce sont deux exemples que j'ai pris, et pourtant il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, pour leurs idées, ont perdu leur vie au Tchad. Si je cite ces deux exemples, ce sont des gens qui ont accepté de créer leur parti et de jouer le jeu démocratique à l'intérieur du pays. C'est exprès que je prenais cet exemple pour dire que ceci nous conduit à vouloir, si nous avons voulu être dans les pas de ces personnalités, nous aurions commis le même sort. C'est pour revenir à vous dire que c'est une des raisons principales qui nous a amené à créer notre parti politique en exil, donc à l'extérieur. Il y a en ce moment plus de 200 formations politiques au Tchad. Il y a seulement une dizaine, je peux même dire moins, qui sont structurées et qui militent dans des plateformes comme FONAC, CPDC et qui résistent aux pressions du régime. Je vais profiter pour leur rendre un hommage mérité à ces partis qui, malgré les situations les plus difficiles que leur mène le régime, continuent à faire le travail au profit des populations tchadiennes. Je vais rendre hommage aussi à ceux qui, à l'instar donc des responsables des blogs, des sites web, qui se battent au quotidien à l'extérieur du pays pour dénoncer les déviations du pouvoir. Depuis les premières élections organisées au Tchad à nos jours, quelles que soient les consultations électorales, le MPS détient en permanence la majorité absolue au Parlement. C'est parce que la machine clientéliste du MPS s'arrange souvent pendant les élections à utiliser l'appareil d'État par des chantages, par des menaces, pour que les gens puissent voter pour elle.
Devant ces constats d'espace politique très restreint, l'espoir d'un pluralisme politique au Tchad se trouve donc dans les partis d'opposition à l'extérieur, loin des pressions et des menaces du régime. Pleinement conscient donc de cette triste réalité de notre pays, que nous avons décidé de créer le CNRD à l'extérieur, qui se lance dans une démarche pacifique en attendant l'instauration d'une véritable démocratie au Tchad. Notre objectif donc à court terme consistera à lutter aux côtés de tous les compatriotes qui résistent, activistes, mouvements politiques, individus, associations de la société civile, donc pour essayer de mener une lutte ensemble. Je précise que le CNRD a choisi la voie d'un combat politique. Ceci pour dénoncer les dérives du pouvoir, d'informer les partenaires économiques, les amis du Tchad sur la situation qui prévaut au Tchad en permanence. Le rôle donc du CNRD consistera aussi à saisir les organisations internationales dont le Tchad est membre. Le CNRD va se concerter en permanence avec les partis politiques et les associations de la société civile en synergie afin que le Tchad soit débarrassé du régime actuel. Ceci à court terme. Maintenant, à long terme, nous avons l'intention donc d'engager un programme politique clair pour le proposer à nos compatriotes. C'est dans ce cadre que le CNRD a mis en place des commissions thématiques sur différents sujets: santé, éducation nationale, économie, finances, développement, énergie, afin de réfléchir et faire une synthèse. C'est la synthèse qui fera notre projet de société. Je vais quand même citer ce que le CNRD propose comme thème, grand thème à l'avenir pour en faire son projet de société. Sur le plan donc de défense et sécurité, nous proposons la mise en place d'une commission de structuration de l'armée qui procédera à la refonte de tous les corps actuels de l'armée pour créer à la place une véritable armée nationale. La mise en place d'une politique de désarmement, de démobilisation, de réinsertion, consistant à inciter au départ des militaires désireux de regagner la vie civile. La création des écoles d'enfants de troupes d'infanterie pour professionnaliser l'armée. La sécurisation de l'ensemble du territoire national et le désarmement des effectifs des civils. La suppression pure et simple de l'Agence nationale de sécurité qu'on appelle l'ANS, la tristement célèbre ANS, pour créer à la place un organe de sécurité extérieure et de contre-espionnage sous la responsabilité d'hommes formés en la matière. Sur le plan politique institutionnel, le CNRD propose l'instauration d'un état de droit qui débouchera sur une véritable démocratie avec un équilibre, en proposant aussi une nouvelle république qu'on appellera peut-être 5e ou 6e république. L'émergence d'une société de liberté, de justice sociale et de progrès dans laquelle chaque citoyen bénéficiera de l'égalité des chances. Une lutte vigoureuse contre la discrimination, les humiliations, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le fanatisme religieux et le régionalisme pour promouvoir l'égalité des chances et la solidarité nationale. La réforme de l'administration centrale et territoriale afin de rapprocher l'administration de l'administré. Les textes sur la décentralisation doivent être revus en profondeur pour un meilleur équilibre régional. L'organisation des états généraux de la justice pour assurer une réelle indépendance de la justice afin que cette dernière joue son rôle de troisième pouvoir comme dans tout pays démocratique. Sur le plan économique, le CNRD propose l'instauration de la lutte contre la corruption, l'impunité et le détournement de deniers publics ainsi que toutes les formes de malversation. La revalorisation de l'éducation nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les salaires des enseignants afin que l'enseignement soit le seul ascenseur social de placer l'homme au centre de tout développement. L'appui à la formation féminine et l'émancipation de la femme pour garantir l'égalité entre hommes et femmes. Lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment les violations des droits des enfants, les femmes et des personnes handicapées.
La mise en place d'un fonds de solidarité nationale et création d'une banque publique de développement. La valorisation du secteur agro-silvopastoral et les luttes contre la désertification en misant sur le volet environnemental avec la priorisation des énergies nouvelles. L'instauration d'une politique de transparence de rigueur dans la gestion des deniers publics. La création des emplois pour les jeunes et mise en place d'un fonds d'aide à la jeunesse pour les initiatives entrepreneuriales. Et enfin, sur le plan diplomatique, le CNRD propose le réchauffement des relations du Tchad avec tous les pays amis afin de consolider son rayonnement dans les concerts des nations. La relance de la coopération bilatérale et multilatérale pour réaffirmer la politique de bon voisinage et le positionnement du Tchad au sein de la communauté internationale. La confirmation de l'attachement du Tchad à l'Organisation des Nations Unies, ONU, et l'Union africaine en respectant scrupuleusement tous les accords et traités internationaux ratifiés par le Tchad. La réaffirmation de l'engagement du Tchad pour le respect des droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La relance du désenclavement du Tchad en participant à la Convention des Nations Unies de Montego Bay sur la mer de 1982 et les Conventions des Nations Unies sur la sécurité routière de 1968 sur le droit de mer de 1973 pour aménager une réouverture réelle à notre pays qui ne dispose pas de façade maritime. Voilà, chers camarades, ce que propose le CNRD comme programme pour la suite de sa lutte. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements de votre présence ici pour écouter le programme du CNRD, pour écouter notre message. Donc, je vous remercie.